On est live. Alors bonjour à tous. Je vois qu'il y a des spectateurs, des participants qui commencent à arriver. Bonjour à tous, on va peut-être commencer. Donc Patrick Fichou, je suis le cofondateur d'H-Experience. Je suis avec Kenza. Kenza, je te laisse te présenter. Alors bonjour à tous. Alors je suis responsable marketing chez H-Experience. Aujourd'hui, je vais être modératrice lors de ce webinaire. Donc pour tout ce qui est questions, on va essayer d'y répondre au fil de l'eau. Comme ça, vous les aurez encore en tête au moment où vous les poserez ou si vous en avez, n'hésitez pas à les poser sur le chat. Et on va essayer de s'arrêter à chaque partie pour y répondre au fur et à mesure. Donc, n'hésitez pas. On ne va pas forcément attendre jusqu'à la fin, mais on préférait faire ça au fur et à mesure. Donc, n'hésitez pas. Alors, quelques mots avant de commencer sur H-Experience. Donc, qui sommes-nous? Nous sommes un éditeur de logiciels, le logiciel Smart Building qui s'appelle Smarty. Et donc qui gère 4 domaines très importants du bâtiment, qui sont, le premier, c'est tout ce qui est environnement, qui est notre sujet aujourd'hui, avec l'énergie et l'eau notamment. Le deuxième axe, c'est la maintenance. Le troisième, c'est le confort des occupants. Le dernier, c'est l'optimisation et la gestion des espaces. Nous avons 5 ans d'existence aujourd'hui, travaillons beaucoup avec des grands comptes notamment. Alors, donc l'objectif aujourd'hui, c'est de vous parler des usages et donc est-ce qu'on peut réellement faire baisser les consommations énergétiques sans une parfaite connaissance des usages. Donc en commençant par un premier slide qui lui donne de façon un peu globale les zones d'influence du bâtiment avec les zones d'action du bâtiment intelligent. Donc si je commence par ce qui est en haut à droite, qui est agir sur le bâti, ça c'est principalement tout ce qui est rénovation importante au sein du bâtiment, avec bien entendu des modifications assez sensibles qui concernent notamment les matériaux d'isolation, entre autres, et qui nécessitent des investissements assez conséquents. Donc avec un coût assez important, bien entendu, et un taux de retour sur investissement assez long. Des actions plus simples sur le bâti qui sont, par exemple, la mise en place ou changement des ouvrants, de stores et autres, avec un taux de retour sur investissement plus rapide. Et enfin, tout ce qui concerne notre zone aujourd'hui, qui est la zone d'action du bâtiment intelligent, qui est l'optimisation du pilotage et la gestion des usages à l'intérieur du bâtiment, qui, eux, finalement, ont un taux de retour sur investissement très, très rapide, de 6 à 12 mois, puisque ça nécessite des investissements relativement faibles. On n'arrive pas à passer sur le slide d'après. J'ai un problème de... Voilà. Est-ce que vous voyez là? C'est Kenza, je ne sais pas si tu... Il faut réactiver le partage. Alors, là, l'écran n'est pas bon. Ouais. Je pense qu'il faut réactiver, partage à l'écran. Vous voyez, c'est bon? Vous voyez, Kenza? Oui, je vois. J'en profite juste pour préciser, vu qu'il y a des spectateurs qui viennent d'arriver, de reparler aussi des questions. N'hésitez pas à les poser au fil de l'eau. On va essayer d'y répondre partie par partie et au fur et à mesure. Voilà. Comme ça, je ne t'interromps pas, Patrick. Alors là, c'est un petit titre un peu provocateur. C'est globalement, plus on est informé, moins on consomme. Et on a essayé d'identifier sur ce slide les principales sources d'économie au niveau énergétique. Donc, première chose, les achats énergétiques. Donc, évidemment, il faut avoir
une adéquation, une bonne adéquation entre l'offre et les besoins, donc savoir si la puissance souscrite est la bonne. Il y a tout ce qui est lecture, gestion de factures, puisqu'on se rend compte effectivement qu'il y a aussi beaucoup d'erreurs sur les factures. L'achat de l'énergie, donc qui est aussi un élément extrêmement important. Je vous conseille pour cela de vous rapprocher d'Enoptea, qui a une solution extrêmement efficace pour les achats d'énergie, donc avec des sources de gisement d'économie de 5 à 15% en moyenne. Donc nous, on va se concentrer sur on va dire les usages et la maintenance, parce qu'effectivement, une consommation d'énergie, quand on la prend au niveau global, n'est pas suffisante pour globalement l'optimiser au sein d'un bâtiment. Donc, pour cela, il y a d'autres analyses qui sont absolument nécessaires. La première, c'est optimiser la maintenance du bâtiment et s'assurer notamment que les principaux équipements consommateurs d'énergie fonctionnent de manière absolument optimale. Donc là, c'est très souvent des sources importantes d'économie aussi. Ça comprend bien entendu tout ce qui est chaudière, production d'eau chaude sanitaire, les centrales de traitement d'air, la régulation. Et puis ensuite, de bien cartographier les usages, puisque en fait, la consommation d'énergie provient de cette demande, et puis s'assurer que la demande elle-même est dépendante de l'activité du bâtiment dans lequel effectivement cette demande est activée. Et il faut bien analyser l'activité de ce bâtiment, identifier, cartographier les usages pour identifier les zones d'optimisation et donc faire baisser ces consommations. Donc deux gisements importants, la maintenance, 5 à 15% d'économie possible, et puis les usages, 15 à 20% sur des consommations. Donc ce sont deux sujets qui sont extrêmement importants, qui ne nécessitent pas forcément des investissements extrêmement forts et qui permettent réellement de bien piloter ces consommations. Alors, si on prend un exemple simple qui est le management d'un hôtel, globalement, dans un hôtel, il y a plusieurs entités de services, donc différents types d'activités. Il y a l'hébergement, la restauration, les salles de séminaire, le spa, le fitness center. Donc, globalement, bien entendu, il faut que chacune de ces entités de service puisse agir pour bien identifier les sources d'économie et bien maîtriser donc, ces consommations. Alors, je ne sais pas s'il y a des questions déjà à ce niveau-là. Alors, pour l'instant, on n'a pas encore de questions. N'hésitez pas à en poser sur la fenêtre questions-réponses et on y répondra au fil de l'eau. Mais pour l'instant, on n'a pas encore de questions. D'accord. Alors, pour améliorer donc, cette performance énergétique, il faut connaître avec précision ses dépenses et c'est là qu'intervient tout ce qui est plan de comptage, donc avec un comptage et un sous-comptage, puisqu'un comptage général au sein d'un bâtiment n'est pas suffisant pour identifier toutes les sources d'économie possibles. Donc le plan de comptage, c'est quoi en quelques mots? C'est définir un objectif stratégique. Ensuite, c'est mettre en place des moyens pour permettre de suivre cet objectif stratégique. Puis, c'est de suivre les consommations qui sont associées à ces objectifs avec des indicateurs métiers. Et enfin, c'est d'agir par rapport à tout ce qui remonte au quotidien pour s'assurer que les baisses de consommation qu'on va pouvoir faire assez rapidement au début puissent se pérenniser dans le temps. Alors, si je reviens donc à notre exemple de l'hôtel, globalement, l'hôtel a un certain nombre d'objectifs importants à gérer, qui sont, la gestion des risques sanitaires et la conformité aux réglementations. Donc ça, c'est extrêmement important pour le métier de l'hôtelier. 2, la maintenance des équipements critiques et le confort des clients, la satisfaction des clients, qui va de pair.
3, la maîtrise des coûts. 4, donc la prise en compte des attentes environnementales qui, elle, grandit de plus en plus, que ce soit côté client, que ce soit côté des employés également, mais aussi des actionnaires, hein, donc des directions générales avec le plan RSE. Et enfin, tout ce qui est valeur ajoutée et motivation des salariés qui eux-mêmes peuvent s'impliquer énormément dans le plan de réduction des consommations à l'intérieur de l'hôtel. Donc, vous voyez que ça définit en fait des objectifs stratégiques pour globalement aider à mettre en place le plan de comptage et les équipements qui vont bien derrière. Alors, une donnée de consommation totale est-elle suffisante? Donc, eh bien, plusieurs questions se posent. Hein. Comment savoir si ma consommation est bonne? Ai-je le bon fournisseur, le bon abonnement? Ma facture est-elle correcte? Comment sensibiliser mes employés? Et mes collègues ont-ils de meilleurs résultats? Donc, notamment quand on peut benchmarker les bâtiments entre eux, ça permet aussi de comparer ces performances. Encore faut-il faire un benchmark qui soit correct. Donc, il faut contextualiser les informations de consommation, ça c'est absolument indispensable, puisque globalement, une consommation globale ne veut pas dire grand-chose en tant que telle si elle n'est pas ramenée à un indicateur d'activité. Donc, si je reprends l'exemple de l'hôtel, en fait, il y a un certain nombre d'indicateurs qui peuvent être définis pour pouvoir vraiment donner du sens aux consommations qui sont relevées en faisant des ratios par rapport à l'activité des différentes zones de service. Donc, il faut absolument récupérer certaines informations qui viennent du métier. Donc, globalement, comment l'hôtel est fréquenté, combien de clients ont occupé les chambres la nuit précédente, combien de repas ont été servis au sein du restaurant, et ensuite de calculer un certain nombre d'indicateurs métiers qui permettent réellement de suivre une activité de façon très, très efficace. Donc, globalement, une étape importante, donc là, vous voyez typiquement des indicateurs qu'on peut identifier dans un hôtel, donc des kilowattheures par mètre carré, du chauffage par nuitée, d'électricité par couvert, de l'électricité par nuitée, du rendement de chauffage, etc. etc. Donc, on a à peu près la possibilité de suivre à peu près 60 indicateurs spécifiques pour un hôtel, avec tout un catalogue d'indicateurs disponibles qui permettent de connaître la performance des équipements, de créer vraiment un référentiel métier et d'avoir un outil totalement accessible pour le management de l'hôtel, mais aussi pour les managers des différentes entités de services que je mentionnais tout à l'heure, donc la restauration, l'hébergement, l'espace de fitness et les salles de séminaire. Donc, on peut constater des baisses de consommation assez fortes hein, donc en jouant sur ces usages. Alors, typiquement, je vais vous citer des exemples. On peut suivre des courbes de charge sur une cuisine et de savoir de façon extrêmement précise, avec des relevés 10 minutes, la consommation au sein d'une cuisine. Et donc, d'identifier des problématiques à distance sur tout un parc de bâtiments, donc en l'occurrence des hôtels, et savoir finalement si les consommations, si les cuisiniers font bien attention à la consommation énergétique, pratiquement heure par heure, et de pouvoir discuter avec eux d'un plan d'amélioration. On peut savoir si une centrale de traitement d'air a bien été coupée, par exemple la nuit, quand elle n'a pas besoin de rester allumée tout le temps. Donc tout ça, ça permet de suivre de façon extrêmement efficace les performances d'un bâtiment comme un hôtel, et donc de mettre en place un plan de progrès, un plan d'amélioration pour baisser de façon assez sensible les consommations. Donc dans le plan, je dirais qu'il y a un certain nombre d'étapes qu'il faut respecter. Donc le premier, c'est tout ce qui est le contexte, hein, j'en ai parlé un petit peu tout à l'heure, les objectifs stratégiques.
donc qui permet de définir le contexte organisationnel, réglementaire, technique, mais aussi budgétaire, et de définir globalement quels sont les objectifs stratégiques à respecter, les contraintes et le contexte à prendre en compte pour définir son plan. Donc ça, c'est la première étape extrêmement importante. La seconde, c'est d'évaluer la situation initiale. Donc généralement, ça consiste à réaliser un inventaire des données fondamentales qui sont là pour orienter un petit peu les aspects de direction stratégique qu'on a identifiés. Donc, quelles sont les installations les plus consommatrices? Pourquoi? De quand datent ces installations? Donc ça, c'est un inventaire extrêmement important, donc un inventaire technique qui met en avant les données, les équipements dont on dispose, et ensuite faire un inventaire fonctionnel pour globalement identifier les besoins, ce qu'on doit donc collecter comme données, et donc par entité d'usage, par entité de service, et pourquoi. Ça, c'est l'étape 2 qu'il faut absolument respecter. Kenza, n'hésite pas à m'interrompre s'il y a des questions qui arrivent au fil de l'eau. Hein. Oui, non, pour l'instant, c'est bon. Ensuite, l'étape 3, c'est de définir le plan d'action à mettre en œuvre et donc de suivre ces consommations en temps réel, poursuivre ces consommations en temps réel notamment, donc mettre en place les moyens de mesure nécessaires, donc les compteurs sur les flux prioritaires d'énergie, de telle façon à ce qu'on puisse cartographier les usages qu'on a identifiés. Donc si on s'appuie sur l'hôtel, eh bien, suivre les différents usages au sein des entités de services que j'ai nommées tout à l'heure, l'hébergement, la restauration, les salles de séminaire, le spa et le fitness. Donc, une fois que ça c'est fait, on se rend compte qu'à partir du moment où les utilisateurs, et là le résultat est vraiment dépendant de l'adoption de l'outil côté utilisateur, les résultats sont vraiment très, très impressionnants à partir du moment où l'outil est utilisé et que les gens jouent le jeu et suivent ses consommations vraiment au quotidien. Donc, l'étape... Oui. Patrick, je t'interromps. Alors, on a une question. D'un point de vue humain, comment faire adhérer le personnel à ces nouvelles façons de travailler? Alors, ça, c'est extrêmement important dans la réussite du projet. Donc, nous, on a pu s'en apercevoir sur les différents projets qu'on a pu faire. Il faut les impliquer dès le début du projet. Il ne faut pas leur imposer un outil en travaillant, je dirais, dans son coin et en arrivant avec un outil déjà complètement finalisé, en leur disant, voilà ce qu'on va vous mettre en place et vous l'utilisez maintenant à partir de la semaine prochaine. Il faut les impliquer dans le projet dès le début en s'assurant que globalement leurs contraintes opérationnelles est bien prise en compte dans l'outil. Donc généralement, c'est pour eux être capable de suivre leurs indicateurs métiers. C'est ça qui est vraiment le plus important. Il faut aussi s'assurer que les données qu'on récolte sont pour eux des données extrêmement pertinentes parce qu'on peut récolter énormément de données qui finalement ne sont pas utiles. Donc, le type de données qui est récolté est clé, et deux, la qualité des données est fondamentale. Donc, bien entendu, le fait de les impliquer dès le début du projet, ils s'approprient le projet, ils vont s'approprier l'outil très rapidement, et ensuite, ils vont réellement jouer le jeu, et ça va leur faciliter grandement la vie aussi au quotidien. Deuxième axe, c'est aussi pour eux une opportunité pour monter en valeur fortement, puisqu'ils vont travailler de plus en plus sur la donnée. Et donc, l'aspect on va dire, formation et montée en compétence de ce genre de projet est vraiment important. Et généralement, c'est très bien perçu par les équipes opérationnelles qui s'en occupent.
Alors, on a deux autres questions. Oui. Alors, concernant la définition des indicateurs, pourquoi vous ne modélisez pas un modèle afin de définir une consommation de référence qui évoluera en fonction de plusieurs variables en même temps? Alors, en fait, on a par type d'activité, par type de segment d'activité, défini toute une grille d'indicateurs de performance qui sont disponibles. Donc, je vous parlais du domaine hôtelier à titre d'exemple. On a à peu près une soixantaine aujourd'hui d'indicateurs de performance. Après, tous ne sont pas toujours évidemment pertinents pour tout le monde, ça c'est la première chose. Et puis, il y en a qui sont plus importants que d'autres. Donc, l'objectif, ce n'est pas d'inonder les équipes avec des indicateurs partout, c'est de sélectionner les plus pertinents d'un établissement à l'autre. Généralement, ça se rapproche, hein. Mais voilà, on a toute une cartographie disponible et d'un secteur à l'autre, bien entendu, les indicateurs sont différents. Hein, sur le secteur hôtelier, ils vont ramener énormément de choses au nombre de clients. Sur un autre segment d'activité, ce sera différent. Donc, il faut bien cartographier ça, mais ça, on le fait avec vous. Et puis ensuite, on le paramètre très rapidement. C'est des choses qui sont paramétrables très facilement. Alors, c'est parfait que tu aies parlé de secteur, du coup, parce que la deuxième question, c'est quelle typologie de secteur adressez-vous avec votre solution? Alors nous, on travaille globalement avec différents types de secteurs. Alors, on a le premier secteur qui est tout ce qui est maintenance, exploitation de bâtiments. Donc, on s'adresse généralement à des clients qui ont tout un parc de bâtiments à gérer. Et donc, c'est là que l'effet d'échelle joue le jeu fortement sur l'optimisation des consommations. Alors, ça peut être évidemment un gros bâtiment ou toute une petite collection de bâtiments plus petits, mais plus le parc est important, plus l'effet d'échelle joue. Donc, on travaille beaucoup avec des mainteneurs exploitants dont le métier, c'est de rendre un service qui est de plus en plus orienté conseil et, on va dire, engagement de résultats pour leurs clients finaux. Ensuite, on a des grands comptes qui ont des parcs immobiliers importants et qui peuvent gérer un certain nombre de choses, soit en interne, soit en partie externalisées, et qui veulent quand même garder un œil sur ce qui se passe sur leur parc de bâtiments. Donc ça, c'est typiquement des gens comme le secteur hôtelier dont j'ai parlé. Donc, on travaille avec des grandes marques hôtelières, en groupe, que vous connaissez tous, et donc qui, lui, gère sa partie exploitation maintenance de son parc d'hôtels en interne. Après, on travaille avec des collectivités territoriales de plus en plus, donc, qui ont aussi, eux, des parcs de bâtiments assez variés à gérer. Donc, ça peut aller si on prend une collectivité, d'une école avec des problématiques qui se rapprochent un peu du domaine hospitality, vers d'autres types de bâtiments qui sont des gymnases et autres. Donc, on a toute une cartographie de bâtiments disponibles en fonction du segment de marché, avec un certain nombre de cas d'usage qui sont déjà prêts et sur lesquels on peut travailler directement avec soit le client final, soit le mainteneur, l'exploitant. Voilà. On travaille beaucoup aussi avec les bailleurs sociaux, directement ou indirectement, pour la gestion, l'optimisation de leur parc. Voilà les typologies de clients, bien sûr l'hospitality, dont j'ai cité plusieurs fois l'exemple hôtelier. Donc l'hospitality, c'est les hôtels, les résidences de vacances, ce sont aussi les maisons de retraite, les EHPAD dont on parle beaucoup en ce moment. Il y a d'autres questions, Kenza, ou je continue? Alors là, non, c'est bon. Ok. Donc, alors oui, j'étais j'avais pas terminé totalement sur ce slide. Donc, une fois qu'on a mis en place tous les équipements, il faut bien entendu relever, étudier, utiliser ces indicateurs et surtout informer les collaborateurs
sur les mesures de management énergétique qu'on a pu prendre. Donc, c'est globalement un effort collectif et on voit que globalement, plus les personnes sont impliquées, plus les consommations arrivent à baisser rapidement. Ensuite, point extrêmement important qu'il faut suivre, c'est aussi un risque qui doit être géré, mais qui peut l'être très très bien. C'est sur ce genre de projet, il ne faut pas qu'il y ait un effort qui soit one shot au début, qui montre vraiment des baisses de consommation et donc un retour sur investissement qui peut paraître vraiment intéressant, sans que ce soit suivi derrière. Donc il est vraiment important que le plan soit mis en place. On voit les premières actions et les premières baisses de consommation arriver. Et il ne faut surtout pas qu'ensuite on ne s'occupe plus du projet en pensant qu'il peut vivre par lui-même. C'est vraiment important d'avoir une continuité dans les actions. Bien entendu, l'effort il est moindre, hein, mais il faut continuer à le suivre de façon permanente pour maintenir ces baisses de consommation à un bon niveau, voire les augmenter. Voilà, donc ça c'est extrêmement important. Donc assurer la durabilité des mesures, corriger, adapter éventuellement la stratégie. Alors, donc, quand on regarde un petit peu les caractéristiques d'un outil de performance énergétique, il y a plusieurs choses et plusieurs choses qu'il faut prendre en compte. Il doit s'adapter un peu à toutes les situations possibles pour la collecte des données. Il doit être flexible dans la création d'indicateurs de performance. Il doit pouvoir s'intégrer simplement dans le quotidien des opérationnels, des exploitants, des mainteneurs. Donc, la collecte des données via des sources de données qui peuvent être très hétérogènes. Hein, donc, on peut collecter des données à partir d'équipements qui sont évidemment sur site, à partir d'une GTB, d'une GTC, où on récupère évidemment tous les investissements qui ont été menés dans le bâtiment. Hein. On s'interconnecte avec des GTB maintenant très facilement, quel que soit le type de protocole derrière. Et bien entendu, on peut rajouter des capteurs si l'équipement ou le bâtiment n'est pas connecté. Ce sont des capteurs sans fil basés sur des technologies qu'on appelle IoT et qui permettent d'avoir des relevés et de suivre des courbes de charge de façon très précise avec des points 10 minutes. La qualité des données est absolument vitale. Donc, d'une part, il faut bien les cartographier. L'objectif, ce n'est pas de récupérer des données pour récupérer des données. Il faut bien les qualifier et surtout que la donnée puisse servir plusieurs fois. Donc, le croisement de données et l'outil que vous allez utiliser est absolument important pour s'assurer que les données récupérées, sont vraiment des données fiables, ça c'est fondamental, et la collecte de données peut paraître simple, mais elle n'est pas si simple que ça. Il y a des données qui sont aberrantes, des données manquantes, il y a pas mal de problématiques sur les données qui peuvent remonter du terrain, donc là c'est vraiment un sujet extrêmement important. Et puis s'assurer que ces données-là sont effectivement pertinentes. Il ne faut pas remonter des alertes non plus aux opérationnels en permanence. Donc, il faut avoir un outil et un moteur qui soit réellement performant pour ça. Ensuite, il y a contextualiser les données, donc selon le modèle correspondant à l'organisation, l'activité du client, donc ça on en a parlé, c'est fondamental. Posséder un module analytics et prédictif, donc là évidemment l'objectif c'est d'une part de suivre en temps réel ce qui se passe dans le bâtiment et de corriger rapidement, mais aussi au fur et à mesure que vous allez pouvoir récupérer ces données-là, le modèle va lui-même s'enrichir et vous allez pouvoir prédire globalement de plus en plus ce qui va se passer dans le bâtiment. Alors, ça peut être prédire des consommations, ça peut être aussi prédire des usages à l'intérieur de ce bâtiment. Ensuite, produire des indicateurs exploitables dans un plan d'action. Donc ça, c'est fondamental. La partie indicateur métier est une clé de réussite fondamentale dans ce projet. Et puis, produire les données ouvertes pour démultiplier leur potentiel de valeur. Donc,
Évidemment, il faut que l'outil que vous allez choisir soit un outil totalement ouvert, non propriétaire, pour pouvoir intégrer tout type de sources de données. Donc, j'ai parlé des données de capteurs, de GTB, mais il y a aussi toutes les données qui viennent de sites externes, donc des données météo pour contextualiser les informations énergétiques, notamment les DJU, mais différents types de données qui peuvent aussi venir d'équipements qui sont déjà connectés à leur fabricant. Donc là aussi, on peut il faut absolument pouvoir les récupérer facilement sans forcément rajouter des capteurs sur un équipement qui est déjà connecté à son fabricant. Donc là, il faut dialoguer et s'assurer que le fabricant soit en mesure de transmettre l'information, ce qui n'est pas toujours simple, mais qui devient quand même plus facile maintenant. Kenza, est-ce qu'il y a des questions avant que je passe à la... Alors non, il n'y en a pas pour l'instant. N'hésitez pas à poser vos questions. Pour ceux qui viennent d'arriver, puisque je regarde, oui, on est plus nombreux qu'au départ. N'hésitez pas à poser vos questions au fil de l'eau. On va essayer d'y répondre au fur et à mesure. Voilà, donc en conclusion, pour terminer ce webinaire, donc, pour agir en amont des consommations, il faut un certain nombre de choses. Donc, une cartographie des usages et des équipements clés, un ciblage des objectifs et des indicateurs de performance énergétique associés, assurer la pertinence, la qualité et la sécurité des données collectées, une solution à tout type, adaptable à tout type d'environnement client existant. Donc, j'ai parlé de GTB, mais il y a aussi tout ce qui est GMAO. Donc, il faut que votre outil soit aussi en mesure de s'interconnecter avec l'environnement client existant, c'est récupérer des données d'activité, c'est s'interconnecter à la GTB, c'est s'interconnecter au système de GMAO éventuel, etc. Aux ERP aussi éventuellement. Donc, garantir une équation économique performante avec collecte des données simplifiées, l'exploitation transverse des données, le modèle SAS notamment. L'adhésion des utilisateurs, j'en ai parlé, pour s'assurer surtout du suivi du plan d'action et de l'adhésion globalement, et puis de pouvoir récupérer les données de façon massive pour travailler notamment sur la prédiction. Donc, vous voyez sur cette petite roue à droite, nous, on a cartographié un peu différentes choses dans le bâtiment qui sont sur, on va dire, des choses qui ont des impacts occupants et métiers en haut, et puis plutôt en bas les parties équipements, en s'assurant surtout qu'on puisse réutiliser chacune des données collectées pour la valoriser plusieurs fois au niveau des besoins. On a une étude notamment du CNRS au niveau de la sensibilisation des usages a montré qu'on pouvait générer jusqu'à plus de 20% d'économie d'énergie. Donc, la sensibilisation des utilisateurs, voire des clients dans le domaine hospitality, est aussi un élément clair d'économie d'énergie. Voilà, j'en ai à peu près terminé pour ce webinaire. Alors, on a 2 questions, du coup, qui sont arrivées. La première, c'est quel type de compteur ou capteur utilisez-vous? Est-ce que vous posez des compteurs? Alors, généralement, on essaie de réutiliser tout ce qui a été déjà déployé chez nos clients. Donc, sur les compteurs, on va dire que depuis à peu près l'an 2000, les compteurs ont des sorties impulsionnelles qui permettent donc de collecter les index de consommation assez facilement, sans changer le compteur. On essaie vraiment d'éviter de changer le compteur quand on peut. Quand ils sont vraiment trop anciens, là, il faut de toute façon le changer puisque ça reste de la métrologie. Donc, au bout d'un moment, la valeur du compteur qui est remontée, elle est plus bonne. Donc, il faut le changer. D'ailleurs, il y a des réglementations qui mentionnent ça.
Ensuite, on positionne différents types de capteurs. Alors, ça peut être sur des compteurs, des têtes qui permettent de récupérer les impulsions et les envoyer directement sur un protocole radio bas débit comme LoRa ou Sigfox. Nous, on utilise beaucoup LoRa dans le bâtiment puisque c'est un protocole qui pénètre très très bien à l'intérieur des bâtiments et qui permet de couvrir assez facilement le bâtiment, y compris les sous-sols. Le gros avantage de LoRa, c'est qu'on peut faire du LoRa public en utilisant les réseaux opérateurs, donc Orange ou Obgenius de Bouygues Telecom, ou on peut faire du LoRa privé si la couverture de l'opérateur n'est pas suffisante, ou si l'équation économique montre qu'il vaut mieux utiliser du LoRa privé. Le tout en utilisant exactement les mêmes capteurs. Donc le capteur, il peut être aussi bien compatible LoRa public ou LoRa privé, c'est le gros avantage de LoRa aussi. Donc on peut avoir une couverture extrêmement bonne sur le bâtiment. Mais on utilise aussi Sigfox sur un certain nombre de cas d'usage qui permettent sur lequel Sigfox répond vraiment bien à la problématique. Ok, alors. On pose des compteurs. Alors, j'ai cette deuxième question. Alors, quand on a besoin de le faire, à ce moment-là, on utilise un partenaire pour le faire. Nous, ce n'est pas notre métier de poser les compteurs, mais on peut le faire si besoin. Alors, pour la deuxième question, alors c'est une double question. Donc, la base de données de la plateforme doit-elle nécessairement être renseignée à partir de capteurs? Et la deuxième question, c'est de la lecture de factures dématérialisées peut-elle être réalisée? Oui, alors donc la base de données de la plateforme nécessairement peut être enseignée à partir de différentes sources de données. Ça peut être donc effectivement les capteurs qui ont été installés ou qu'on va poser. Ça peut être également à partir d'informations GTB, GTC. Donc là, on connecte une box spécifique qui nous permet de récupérer toutes les informations issues du bus de communication, donc différents types de protocoles possibles, hein, comme je l'ai dit tout à l'heure. Et ça peut être aussi des informations qui viennent d'une autre base de données, donc venant d'un constructeur, par exemple, ou autre. Et puis, ça peut être aussi des informations qui viennent de sites météo. Nous, on utilise par exemple Météo Ciel pour les DJU. Enfin, voilà. Donc, en fait, la base de données, elle est alimentée par différents types de sources de données, que ce soit des données physiques, donc sur le terrain, ou des données logiques. Et l'important, c'est qu'on puisse récupérer vraiment les données les plus pertinentes pour calculer tous les indicateurs qui vont bien. Concernant la deuxième partie de votre question, la lecture de factures dématérialisées peut-elle être réalisée? Oui. Donc ça, c'est extrêmement important aussi, de pouvoir récupérer les factures. Donc, bon, ça, c'est un processus maintenant assez classique et plutôt bien rodé. On récupère les factures, on les lit et puis on stocke ces informations et on analyse bien sûr ces informations qui proviennent des factures. Alors, de mon côté, je ne vois plus de questions. Hop. Non. Plus de questions. Bah, écoutez, je pense qu'on est parfaitement dans les temps, puisqu'on devait terminer entre 9h40 et 9h45. Donc, vous voyez, il est 9h42, donc c'est parfait. Donc, si vous avez de toute façon des questions qui vous reviennent, n'hésitez pas à nous contacter. Vous voyez ici l'adresse email pour poser toutes vos questions et on se fera un plaisir de reprendre contact avec vous et puis de continuer cette discussion directement avec vous sur vos sujets particuliers.
Eh bien, en attendant, je vous remercie. S'il n'y a plus de questions, je vous remercie. Je vous souhaite une très bonne journée et puis à très bientôt, j'espère. Au revoir. Merci à tous. Au revoir.